L'Ouganda, avec le Brésil et l'Indonésie, c'est l'un des Eldorado de ces nouvelles forêts qui doivent aider les entreprises à combattre le réchauffement climatique. Comme tous les pays proches de l'équateur, leur climat humide rend la végétation particulièrement florissante. Les arbres poussent ici beaucoup plus vite qu'en Europe et donc captent beaucoup plus de CO2. Mais si la compensation marche, elle pose d'autres problèmes. Des problèmes qu'ignorent totalement les entreprises polluantes à l'autre bout du monde. Ici à la Kinkonda Forest, l'un des plus grands puits de carbone d'Ouganda, tout semble aller pourtant pour le mieux. Nous sommes à la fin du mois de mars, le premier jour des pluies. Le jour de la plantation des nouveaux arbres. Comme vous pouvez le voir, tout est encore à faire. On est en train de planter de nouveaux arbres. Quand ils auront poussé, ce sera vraiment un très beau stock de carbone. La Global Woods, l'entreprise forestière qui gère le puits de carbone, a déjà planté 1 500 000 arbres pour compenser la pollution d'une compagnie d'électricité et d'un fabricant de chaussures. Des entreprises de taille mondiale qui atteignent des niveaux de pollution très importants. Alors pour arriver à compenser, non seulement il faut s'installer dans un pays où les arbres poussent vite, mais il faut aussi choisir l'espèce la plus performante. Ici donc, pas d'arbres locaux, mais des pins génétiquement modifiés en provenance d'Australie. C'est toujours mieux d'utiliser des espèces locales. Mais d'un autre côté, pour un projet comme celui-ci, on cherche d'abord à stocker un maximum de carbone. Alors il faut que les arbres grandissent de manière uniforme. Ces pins ont été recommandés par le gouvernement ougandais pour ce type de réserve. Le problème de ces pépinières d'arbres australiens, alignés comme des piquets, c'est qu'elles risquent d'importer des maladies ou des animaux parasites en Ouganda. Ces arbres contre le réchauffement climatique pourraient donc dégrader l'environnement local. Vous voyez là, il n'y a plus d'arbres. Il faut qu'on continue à en planter d'autres. D'autant plus que ces pins d'Australie vont recouvrir une surface immense. 10 000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. Mais il y a encore un autre problème, beaucoup plus grave, avec ces plantations. Un problème qui est justement lié à la taille gigantesque de ces puits de carbone. C'est celui de la propriété des terres. Ici à la Kinkonda, il reste encore 8 000 hectares à boiser. Une tâche qui a été confiée aux ethnies locales. Des ethnies qui, selon Johannes, ne vivaient pas sur ces terres avant la création du puits. Nous n'avons pas eu besoin de déplacer des gens quand on a créé cette réserve, parce que personne n'était installé ici. Ça fait longtemps que cette zone est une zone protégée pour les réserves forestières. Et la loi, elle dit qu'il est interdit d'habiter dans ces zones, ou d'ailleurs d'y pratiquer une activité autre que de planter des arbres. D'ailleurs, nous sommes reconnaissants envers les populations locales qui respectent ce statut de réserve naturelle. Une bonne entente en théorie, car la réserve naturelle est tout de même protégée par des gardes, 24 heures sur 24. Des gardes qui, eux, ne cachent pas qu'il y a des problèmes avec les locaux. En fait, ils nous concèdent que des gens vivaient là, avant. Quand M. Manfred, l'investisseur, a acheté cette réserve, on a trouvé des maisons ici. Il y en avait 600. C'étaient les maisons d'éleveurs de bétail. On a tout détruit et on les a chassés. Maintenant, ils ont acheté des petits lopins de terre vers le village là-bas, juste à la limite de la réserve. Et ils essayent de revenir ici pour faire paître leurs vaches, mais on les chasse. Ces éleveurs chassés, nous les avons retrouvés. Ils se sont installés tant bien que mal dans le village d'à côté, à peine à 5 minutes de voiture. On les reconnaît à leur bâton de berger et à leur silhouette longiligne, caractéristique de leur ethnie.
Assis en rond à table, pour le thé et la palabre, les esprits s'échauffent quand on leur parle de la plantation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'en gardent pas un bon souvenir. Ils ont payé un très lourd tribut à ces forêts vertes. Les travailleurs là-bas ont confisqué toutes nos propriétés. Ils ont battu nos épouses. Ils ont aussi frappé et violé les jeunes filles de la communauté. Nos pots pour le lait ont été confisqués. Oui, c'est vraiment un désastre ce qui nous est arrivé ici. Créer des plantations carbone géantes dans des pays pauvres et surpeuplés comme l'Ouganda, ça débouche souvent sur ce genre de tragédie. Il n'y a pas suffisamment de terre pour tout le monde, alors les ethnies installées depuis des siècles sans titre de propriété sont trop fragiles pour résister. Quand les entreprises de la compensation carbone arrivent avec de gros moyens financiers, difficile pour le gouvernement local de résister à la tentation de raboter la terre des autochtones. Mais tous ne se sont pas laissés faire. À l'est du pays, le mont Elgon, territoire de la seule ethnie, les Bagissou, qui a réussi à repousser les planteurs d'arbres. Depuis des siècles, les Bagissou habitent sur les flancs boisés de cette montagne verte. Pour eux, c'est même un lieu sacré. Sur ces vastes collines, ils enterrent leurs morts depuis longtemps. Ces montagnes, ces terres fertiles, c'est toute leur vie. Ils y cultivent bananes et patates douces. Mais au milieu des années 90, une compagnie d'électricité hollandaise et sa fondation, FACE, décident de créer une forêt de compensation carbone en plein sur leurs terres. La fondation FACE s'est appropriée cette large bande de terre pour y planter des arbres. Ils ont planté leurs arbres là, sur toute cette étendue. Je pense que vous pouvez vous faire une bonne idée. Ça partait de la colline tout là-haut. Et les arbres s'étendaient jusqu'en haut, là-bas, vers les rochers au loin. Alors nous, le peuple de la montagne, nous n'avons pas compris pourquoi ils avaient décidé de planter ces arbres. Mais pour eux, ces arbres, c'était pour le commerce du carbone. Pour nous, c'est un commerce étrange et tout nouveau. Nous ne savions pas ce que c'était, le commerce du carbone. Et au nom de ce commerce du carbone et de ces nouvelles forêts, les Bagissou vont souffrir. Pour prendre leurs montagnes, on est venu brûler leurs maisons. Alors voilà, ça c'est l'endroit exact de la cuisine. Vous voyez, on trouve encore les restes de la cendre du foyer. Sur les cendres de leur hutte incendiée, les Bagissou vont porter leur affaire devant la justice ougandaise. 10 ans après, ils gagnent un premier procès et coupent tous les eucalyptus qu'avait plantés la société hollandaise, à l'exception de celui-ci. Dans notre langue, ça s'appelle un kumerami. Petit à petit, ils se sont remis à cultiver leurs terres, mais attendent avec anxiété le dernier verdict de la justice ougandaise, celui qui doit établir de manière permanente les limites de leur territoire. S'ils perdent, les entreprises du carbone pourront reboiser la montagne. Planter des arbres, avoir le projet de faire des forêts, ce n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est de forcer des paysans à quitter leurs terres, de remplacer la vie locale, celle des gens, par des arbres. C'est ça qui est grave. Et ici, personne ne veut que ça arrive, certainement pas moi. Nous, les Bagissou, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des paysans. On n'a pas d'usine, nous ne faisons pas de pollution.
On n'a rien à voir avec ces histoires de carbone rejeté dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une loi en Europe? Ou est-ce que c'est écrit dans la Constitution française, si on pouvait la lire, que quand on construit une usine, on a le droit d'expulser des gens à l'autre bout du monde? Est-ce que ça, c'est écrit dans cette Constitution? Certains Baguissous ont dû descendre de la montagne, le temps du verdict final. Ils se sont installés dans ces baraques qui servaient à entreposer les récoltes. Peut-être un jour, la justice leur permettra de retrouver la terre de leurs ancêtres. En attendant, ce sont des réfugiés d'un nouveau genre, les réfugiés de l'écologie.